bonsoir à tous. Merci de votre présence et de votre participation sur toutes ces formes. Ce soir, avec les énergies Gémeaux, nous continuons d'explorer notre thème annuel des rendez-vous du service qui nous permet de découvrir les 9 groupes de serviteurs du monde. Le thème de ce soir nous propose de guérir de soi. Ce n'est pas forcément une proposition évidente. Parce qu'on a plus tendance à penser qu'il nous faut guérir d'une maladie transmise par un agent pathogène venant de l'extérieur. En effet, depuis le virus du rhume jusqu'à tout ce qu'on nous présente comme étant cancérigène, ne pas être malade, c'est avant tout ne pas attraper quelque chose. Puisqu'on pense qu'une maladie, ça s'attrape, et que toute maladie est plus ou moins transmissible. Donc dans cette vision des choses, rester en bonne santé consiste avant tout à se protéger des autres et à se protéger de l'extérieur en général. Pas vraiment une attitude d'amour. Alors, guérir de soi nous fait la proposition inverse. C'est en s'ouvrant aux autres et au monde qu'on guérit. Car la cause de la maladie se trouve essentiellement en nous, dans notre difficulté à pratiquer l'amour. Et c'est à cette vision du monde que travaille le 3e groupe des serviteurs du monde que nous allons voir ce soir, le groupe des guérisseurs magnétiques. Ce groupe fait suite aux 2 autres que nous avons déjà vus, les télépathes et les dissipateurs du mirage, parce que même si ça n'apparaît pas comme ça d'une manière évidente, mais en fait il y a une logique d'enchaînement entre les groupes. Et elle est intéressante à mettre en évidence. Le groupe des télépathes, particulièrement sensible à la science de l'impression que nous avons vue il y a 2 mois. Eh bien, ce groupe enseigne les capacités de réception et d'émission du mental sur le corps éthérique planétaire. Alors, il cherche à promouvoir les aspects essentiels du plan, grâce à un moyen de communication, la télépathie, au-delà des mots, et qui met en relation tous les groupes de service. Mais comme l'humanité dans son ensemble est encore peu sensible aux idées du plan planétaire, au bien de l'ensemble, chacun, en croyant bien faire, travaille en fait à son bien personnel, ce qui se révèle tout à fait destructeur pour la planète. Alors comme nous l'avons vu le mois dernier, c'est ce mirage de la séparativité qui chapeaute d'une certaine façon tous les mirages, et qui est en grande partie responsable des déséquilibres individuels et des désordres mondiaux. Et c'est là qu'intervient le groupe des observateurs éclairés que nous avons vu le mois dernier, qui, fort du développement mental de ses membres, contribue par le pouvoir des idées à dissiper les brumes des mirages du monde, en aidant l'humanité à sortir des croyances et des opinions personnelles qui sont aujourd'hui tellement encore dominantes. Ces 2 premiers groupes nous montrent que l'humanité est malade de ses plans personnels et non inclusifs, et qu'elle est malade de tous ces désirs qui conduisent la planète à un grand désordre. Dès lors, on comprend bien la nécessité du 3e groupe des guérisseurs magnétiques, à qui il revient de guérir l'humanité des maladies qu'elle engendre, et de la guérir d'elle-même, et ainsi de rétablir l'harmonie. Il est important de considérer ces 3 premiers groupes comme un ensemble indissociable, parce qu'ils sont porteurs des qualités intrinsèques à toute âme. Donc tous les serviteurs, toutes les personnes qui ont établi un contact conscient avec l'âme possèdent, parfois sans le savoir, les facultés de télépathie, de dissipation du mirage et de guérison. Bien sûr, certains serviteurs se consacrent plus spécifiquement à l'un ou à l'autre de ces groupes, mais ces 3 savoir-faire peuvent être considérés comme indissociables de tous les serviteurs. Alors, abordons ce 3e groupe et le sujet particulier de la santé. Dans notre société, l'individu se soucie de plus en plus de sa santé et de celle de ses proches. Et depuis quelque temps, il commence même à se soucier de la santé de la Terre, même si cette attitude est encore vraiment minoritaire. Aujourd'hui, ce qui touche à la maladie et à la guérison préoccupe de plus en plus tous ceux qui sont en conscience individuelle et ceux qui sont en chemin vers la conscience d'ensemble. L'intérêt qu'ils portent à la santé, au bon fonctionnement du corps, à la longévité, est tel qu'il alimente un marché économique juteux.
Parce qu'à leurs yeux, notre forme revêt de plus en plus d'importance. Depuis quelques décennies, l'entretien du corps, le souci du bien manger, du bien digérer, de bien dormir, de bien vieillir, de bien se soigner, est en plein essor. En marge de l'allopathie traditionnelle, une foule de thérapies dites douces se développent, aussi bien pour l'entretien de la santé que pour les soins. Et de plus en plus fréquemment, le facteur psychologique est d'ailleurs pris en compte. Même la méditation est souvent présentée comme un facteur bienfaisant pour la santé, c'est dire. Alors, on serait tenté donc d'y voir là des manifestations déjà du groupe des guérisseurs magnétiques. D'autant qu'il y a un intérêt croissant pour les guérisseurs qui disent agir à partir de l'âme. Et ça, alors là, ça intéresse parce qu'on y voit la possibilité de guérison qui semblerait miraculeuse et qui serait hors circuit traditionnel. Mais non, mais alors pas du tout. Parce que c'est oublier que cette importance donnée à la forme n'est en aucun cas l'état de conscience des guérisseurs magnétiques. Les guérisseurs magnétiques, comme nous allons le voir, s'intéressent essentiellement à l'état de conscience du patient et aux disharmonies à l'origine des troubles physiques. Ils agissent sur le plan de l'âme et cherchent avec leurs patients à améliorer le rayonnement de l'âme à travers la forme, permettant ainsi une reconnexion énergétique qui s'était quelque peu altérée. Les guérisseurs ne sont pas au service de la forme et de sa bonne santé, mais au service du souhait évolutif de l'âme pour sa forme. En cela, ils affirment que le corps physique n'est qu'un tableau d'affichage de ce qui se vit du côté intérieur de l'existence et qui n'est pas un but en soi. Le but poursuivi par le groupe des guérisseurs magnétiques, c'est donc avant tout de stimuler et d'aider les énergies de l'âme à circuler harmonieusement à travers l'être individuel, sociétal et planétaire. Et cette stimulation produit divers effets sur tous les corps, ce qui peut amener une guérison du corps physique, mais qui peut aussi amener la mort, si le corps n'est plus adapté à la poursuite du travail de l'âme. Bien. Maintenant que nous avons posé ces généralités, entrons un peu plus dans les détails de la source de la maladie et de la nature de l'action du guérisseur. Dans le livre Guérison ésotérique, qui présente justement toute cette guérison nouvelle, Alice Bailey énonce un principe fondamental concernant l'origine de maladie. Elle dit « Toute maladie résulte d'une inhibition dans la vie de l'âme. L'art du guérisseur consiste donc à la libérer de ses entraves, afin que son énergie puisse circuler librement à travers la personnalité. » Donc, à travers ce principe, on peut voir que non seulement toute maladie est d'origine psychosomatique, mais que plus profondément encore, qu'elle provient d'une inhibition, d'un problème de circulation de la vie de l'âme à travers ses corps, à travers la personnalité. Alors la question se pose, mais bon, quelle est la cause de cette inhibition ? Voyons ça donc de plus près. Ça, c'est vraiment un sujet très complexe que nous ne détaillerons pas, parce que l'inhibition de la circulation des énergies de l'âme prend racine à de multiples niveaux selon qu'elle touche l'humanité dans son ensemble ou bien chaque individu en particulier. Mais quel que soit le niveau où elle se situe, de toute façon, elle est toujours la conséquence d'un déséquilibre psychologique, systématiquement, à quelque niveau que ce soit. Et ces déséquilibres psychologiques, ils peuvent avoir plusieurs origines, selon ce que l'on observe. Par exemple, ils peuvent être reliés à la longue histoire de l'humanité et à ses différentes phases de développement. Ce sont alors des engrammes de mémoire émotionnelle qui n'attendent que la survenue de conditions adaptées à leur manifestation sur le plan physique. C'est d'ailleurs à cette histoire très ancienne que nous devons en particulier la syphilis, la tuberculose et le cancer. Ou bien ils peuvent être aussi le fruit des particularités d'une société ou d'un pays, parce que chacun a ses spécificités psychologiques et ne réagit pas de la même manière. Et puis enfin, il y a aussi les déséquilibres qui proviennent de l'équipement mental et émotionnel de l'individu, hérité de ses vies passées ou de la résistance à l'évolution que toute personne éprouve au cours de ses nombreuses vies. Mais comme nous l'avons vu le mois dernier, il faut bien voir que l'humanité est avant tout malade de ses mirages. En élevant l'individualisme au rang d'objectif premier, sans tenir compte de l'interdépendance, en se coupant des autres et des différents règnes, l'humanité instaure des barrages, elle instaure des coupures, des ralentissements, des séparations,
des déviations qui ne permettent plus aux énergies conscientes de circuler librement au sein du réseau universel de vie. La maladie vient alors présentifier le problème pour nous inciter à le résoudre et à rétablir le flux énergétique qui s'est interrompu ou qui n'est plus suffisant. Dans un monde unitaire, symbolisé par le corps éthérique, véritable espace d'interconnexion permanente où tout est relation, il paraît évident qu'une interruption, fût-elle partielle, momentanée, du flux énergétique, est génératrice de dysfonctionnement. Donc, d'une manière générale, toutes les attitudes psychologiques qui coupent l'individu de l'ensemble, des autres, et même de lui-même, sont à la source de maladies. Et toutes nous ramènent à la responsabilité intérieure de l'humain. Alors, faut-il pour autant négliger l'existence de germes, de virus et autres bactéries qui se révèlent quand même nocifs? Non, bien sûr. Mais il faut réaliser que l'immunité parfaite nous attend tous un jour. En effet, l'humanité provient d'une circulation harmonieuse entre l'énergie de l'âme et ses différentes instances, et provient aussi de l'épanouissement du chakra du cœur. Donc, tout être capable de vivre l'unité, l'amour, est complètement protégé des agents pathogènes de toutes sortes. Les histoires de mystiques soignant des maladies graves et contagieuses sans en être du tout affectés ont souvent été rapportées. Bon, alors d'accord, pour l'instant, nous n'en sommes pas là, ni individuellement, ni collectivement. Mais c'est vrai que tout de même, il ne viendrait à personne l'idée d'affirmer que nous sommes égaux devant les germes, sauf à vouloir imposer éventuellement une vaccination générale. Mais ce serait évidemment un non-sens, mais ça c'est de la science-fiction. Mais d'ailleurs, nous avons pu constater avec la Covid-19 que nous n'étions pas égaux face au virus et que la réaction variait considérablement d'un individu à l'autre. Attraper un virus ou tout autre agent pathogène, c'est inévitable. Mais la réponse amplificatrice ou immunitaire que nous adoptons face à cette intrusion dépend de chacun d'entre nous. Pourquoi les enfants sont-ils insensibles au Covid ? Pourquoi certaines années, nous avons le rhume ou la grippe, mais pas systématiquement, pas tous les ans? Pourquoi certaines personnes ont-elles régulièrement des gastros et d'autres jamais? Ce n'est certainement pas le facteur chance qui joue, ni le fait d'avoir attrapé quelque chose venant de l'extérieur. Ah non, non, pas du tout. La réponse, elle est à rechercher dans la vie psychologique de chacun, qui détermine la nature du terrain sur lequel le virus s'installe. Et ça, beaucoup de thérapeutes le savent déjà. Mais de là à faire remonter ça à une inhibition de la vie de l'âme, il y a encore un grand pas. Alors, ça implique que tant que nous sommes, et que nous ne sommes pas des êtres parfaits, totalement identifiés à l'âme, eh bien, nous serons sujets à la maladie. Désolé. Voilà donc un premier principe de santé. La maladie résulte d'une inhibition de la vie de l'âme qui cherche à rayonner à travers l'individu, mais qui en est momentanément empêchée par tous les processus de blocage générés par la vie individualiste. Alors évidemment, dans un monde comme le nôtre actuellement, dans un monde de conscience individuelle, où il est tout à fait normal que chacun vive sa vie comme il l'entend, du moment qu'il respecte certaines règles de vie communautaires, il est sans doute difficile de comprendre en quoi ce comportement individualiste inhibe la vie de l'âme et amène la maladie. Et ça demande effectivement quelques éclaircissements. Cherchons donc à identifier ce qui nous sépare et ce qui contrecarre l'expression de la vie de l'âme au quotidien. Pour bien comprendre le contexte énergétique dans lequel se situe le problème, commençons quand même, pour voir ce contexte, à dire un petit mot au sujet des énergies Gémeaux, qui sont en relation avec ce groupe des guérisseurs parce qu'elles nous présentent justement un idéal de circulation harmonieuse. Les Gémeaux sont une énergie de relation, en lien naturel avec la vie circulant sur le réseau éthérique. Ils impulsent le mouvement qui ouvre aux autres, qui ouvre à l'âme, qui ouvre au monde. C'est une énergie qui pousse à la découverte, à la reconnaissance et à l'établissement de relations tant verticales qu'horizontales. Les Gémeaux sont le symbole de l'enfance, toujours à l'affût d'une expérience nouvelle et constamment mobile.
ignorant totalement ce que routine veut dire. Cette énergie incite à explorer les liens qui nous connectent à nos semblables. Elle renforce la relation de cœur et pousse à reconnaître notre humanité et notre profonde communauté avec la Terre et l'ensemble des terriens. Les Gémeaux nous font découvrir que nous appartenons à la fois au 4e règne, l'humain, et le 5e règne, le monde de l'âme. Et que si la relation est d'abord conflictuelle entre les deux identités, elle se résout progressivement en une circulation harmonieuse des énergies de bien, de beau et de vrai à travers l'humanité tout entière. Dès lors, on comprend que tout processus de blocage, de détournement ou de ralentissement de la circulation d'énergie dans le réseau relationnel instaure des rapports faussés. On se rend compte alors combien ne pas répondre harmonieusement à l'énergie Gémeaux, ça rend malade. C'est évident. Et c'est ce qui va nous conduire naturellement maintenant à chercher ce que sont les principales causes de blocage et de ralentissement donc, qui génèrent la maladie. Comme on voyait tout à l'heure, les causes sont nombreuses et variées. Alors, certaines sont évidentes et d'autres sont beaucoup plus cachées. Nous allons voir également que les causes des maladies ne sont pas du tout les mêmes s'il s'agit d'involution ou d'évolution. Pour commencer avec l'involution, la principale cause que tout le monde connaît, c'est l'individualisme égocentrique, l'égoïsme. En effet, pendant l'involution, l'humain apprend à s'aimer plus que son voisin, il apprend le moi d'abord, le moi plus fort que toi, et à partir de là, il développe d'injustes relations vis-à-vis des autres et qui s'étendent actuellement à tous nos modes de vie. Et si on y réfléchit bien, ça nous rend tous plus ou moins complices des maladies humanitaires, sociales et écologiques qui rongent la planète en ce moment. Mais l'involution est un mal nécessaire. La descente dans la matière et la coupure avec l'âme qui s'ensuit fait partie du plan. On ne peut donc pas parler d'une erreur humaine proprement dite. Heureusement, ça se termine bientôt et on peut compter sur le fait que d'ici 200 ans, la tendance majoritaire de l'humanité sera nettement à l'évolution. En attendant, il est vrai que cette attitude d'égocentrisme fait beaucoup de dégâts. Et en plus, c'est vrai que si nous connaissons bien cette attitude au premier degré, nous connaissons parfois moins bien une de ses conséquences, qui est le manque de reconnaissance. La reconnaissance est une étape fondamentale sur le chemin de l'amour. C'est la capacité d'accepter l'autre tel qu'il est et de le prendre en compte dans ses qualités, défauts, dans sa spécificité, dans sa religion, dans son appartenance politique, etc. Ne pas reconnaître l'autre, c'est ne pas reconnaître son droit à l'existence et son êtreté fondamentale. Et la souffrance qui en résulte peut être immense. Et la tentation de se faire reconnaître à tout prix peut alors déclencher la violence. La non-reconnaissance est une des grandes causes de mauvaises relations et de blocages qui génèrent les maladies partout dans le monde. Combien de minorités, combien d'ethnies ne sont pas reconnues et cherchent désespérément à l'être? Combien d'individus ne sont pas reconnus par leurs parents, leurs proches ou la société? Combien de peuples ou de pays ne sont pas reconnus ou seulement comme des groupes de seconde zone, ce qu'ils n'aimaient pas du tout à l'abri de l'exploitation? Et même nous, si nous avons l'impression quand même de pratiquer au quotidien la reconnaissance, nous ne voyons pas toujours nos manquements chaque fois que nous nous laissons aller à la médisance, à la critique. Parce que toute critique augmente la séparativité, donc la haine et le rejet de l'autre. Et puis, la reconnaissance, c'est aussi se reconnaître nous-mêmes, dans nos qualités, dans nos défauts, dans nos complexes, dans nos problématiques, mais aussi dans nos progrès. Parce que rien ne peut changer s'il n'y a pas cette reconnaissance. On en reparlera tout à l'heure. Par exemple, reconnaissons-nous nos multiples attitudes, apparemment banales, mais qui viennent entraver la fluidité de la circulation des énergies. Voyons-nous nos habitudes, nos routines, notre ronron, notre train-train, nos traditions, nos poncifs, nos tics, nos marottes, notre accoutumance, qui existent tant sur le plan physique
que sur le plan émotionnel, relationnel et sur le plan mental. Nos routines, qu'elles soient tranquilles ou agitées, font barrage à la circulation du nouveau, perpétuellement alimenté. Nos habitudes intellectuelles, relationnelles, culturelles, même nos habitudes physiques, alimentaires, créent sans arrêt de multiples stases. Les liens à l'autre, à nos préférences, sont comme des addictions autorisées, et cependant mortifères si nous les regardons du point de vue du mouvement. Alors, c'est intéressant de voir que cette tendance qui nous coupe progressivement des autres et de la relation vivante tient en un mot, s'installer. S'installer, c'est se mettre dans une stalle, au sens étymologique, qui sont de grands sièges séparés les uns des autres qu'on trouvait autrefois dans le cœur des églises. Peut-être que certains se souviennent d'avoir un peu des stalles comme ça dans les églises ou dans certains théâtres. Et donc ce sont des grands sièges avec des cloisons qui les séparent bien des uns des autres. Et donc c'est intéressant de voir que quand on est jeune et quand on commence à se lasser d'une certaine instabilité, on ne rêve que d'une chose, c'est de s'installer pour avoir une situation stable. S'installer professionnellement, s'installer en couple, s'installer familialement, socialement. On pense d'ailleurs que c'est la seule manière d'être véritablement reconnu. Et à juste titre. Parce que nous sommes dans une société où on ne reconnaît que les gens qui sont vraiment installés. Mais on ne fait pas attention au fait que cette tendance à s'installer coupe le mouvement. À ne s'attacher qu'à ce que l'on connaît. On s'enferme dans une norme qu'on justifie, bien sûr, pour n'avoir pas à changer. Mais la trop grande satisfaction de soi érige alors de la stabilité qui incite à s'endormir sur ses lauriers fanés. Mais ce n'est pas simple de rester dans le mouvement permanent. Parce que ça implique un certain détachement. En effet, tout attachement crée une stase et provoque une perturbation dans le mouvement de libre circulation d'énergie. Les énergies Gémeaux, elles sont faciles à vivre quand on est jeune, mais ça l'est beaucoup moins en prenant de l'âge. La tendance à s'installer dans des schémas relationnels et des schémas de pensée prend souvent le dessus. Et s'il paraît normal de s'assagir en vieillissant, il faut réaliser que vieillir, mais ça n'est pas s'affadir, ça n'est pas s'abêtir, ça n'est pas abdiquer. Vieillir, c'est souvent une excuse acceptable et reconnue par tout le monde pour justifier le surplace. Mais si la capacité de bouger physiquement peut s'amenuiser avec les années, pas de problème. Il est toujours possible et souhaitable de continuer à bouger intérieurement pour ne pas risquer la sclérose psychique. Et naturellement, ça n'est pas vraiment une question d'âge. La sagesse populaire ne dit-elle pas que le vieillissement, c'est dans la tête que ça se passe? Ah oui, et que cette torpeur peut survenir absolument à tout âge. À tout moment, la lassitude, le contentement de soi ou le refus de l'effort exigé pour se maintenir à flot peut s'insinuer dans le quotidien et ralentir le flux énergétique impulsé par l'âme. Et là, nous sommes parfois du coup soumis à la tentation de la retraite, de la démission. La tentation est grande de baisser les bras avant l'heure de la délivrance. Un peu comme si nous étions un cycliste, content et fatigué d'avoir grimpé un col en vélo, et que nous décidions de redescendre tranquillement en roue libre, naturellement sans imaginer d'autres ascensions. Une fois que je serai redescendu dans la vallée, tout va bien. Rester dans le flux, c'est s'imaginer pouvoir grimper le col suivant à tout moment. Vieillir dans la tête, c'est démissionner. Et démissionner, ça veut dire abandonner la mission d'humain. Vieillir dans le cœur, c'est se couper d'une inclusivité constante. C'est se couper de l'amour. Vieillir dans le corps, c'est une réalité qui ne justifie pas du tout ni l'abandon de la tête, ni l'abandon du cœur. Par contre, si on cède à la facilité, alors oui, la maladie s'installe à cause d'un ralentissement général de la circulation du flux de vie en nous. Alors, on peut se rebeller en disant que, ouais, mais après tout, on a bien le droit de se poser après une vie bien remplie. Mais non, non. L'âme ne cherche absolument pas à nous ménager, ni à nous assurer une vieillesse tranquille. Elle s'en fout. L'âme attend de nous que nous puissions donner le maximum jusqu'au bout.
Voilà pourquoi de plus en plus de personnes âgées en ont marre d'être considérées parfois comme des malades qu'il faut ménager. Comme si vivre le plus longtemps possible et en bonne santé était devenu le seul objectif de vie. Non. Plus on ralentit le flux de vie, plus on restreint les impulsions de l'âme, et plus nous sommes assaillis par les douleurs et les maladies. Mais ce n'est pas du tout une fatalité due à l'âge. Rien à voir. Voilà donc les quelques exemples psychologiques, depuis le séparatisme complet jusqu'à la routine et au ralentissement. Ce sont quelques exemples psychologiques qui nous montrent comment ça provoque l'inhibition de la relation entre l'âme et la personnalité. On parlait tout à l'heure de reconnaissance, mais c'est tout ça qu'il va nous falloir reconnaître. Toutes nos attitudes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la planète et vis-à-vis de nous-mêmes. En effet, la reconnaissance des énergies en présence, la reconnaissance de ce qui fait barrage, est un préalable à la guérison. Nous pouvons même affirmer que la connaissance, la reconnaissance, c'est la clé de la guérison. La reconnaissance, c'est la clé de la guérison. Car sans reconnaissance de ce qui est, de ce qui doit être, il n'y a pas de rétablissement possible du flux indispensable à l'instauration de justes relations. Or, on n'établit des justes relations qu'avec ce qu'on reconnaît. Qu'avec ce qu'on reconnaît. Reconnaître l'âme, reconnaître les autres, reconnaître nos différentes instances, c'est ce qui va nous permettre de toucher la vie au-delà des apparences, au-delà du mirage de la séparativité. Et c'est cette reconnaissance intérieure qui permet d'une part d'harmoniser les différents aspects de la personnalité avec l'âme au niveau individuel. Et d'autre part, c'est aussi cette reconnaissance qui rend compte de la profonde intrication des individus au sein de la communauté humaine. Et c'est cette profonde intrication qui nous amène à parler d'autre chose concernant la cause des maladies, c'est-à-dire les maladies d'évolution. Que dire de l'origine de ces maladies d'évolution? Aujourd'hui, de nombreux thérapeutes tiennent compte, donc, comme on disait tout à l'heure, des causes psychologiques de la maladie. Et il existe d'ailleurs de nombreux ouvrages qui traitent de ce sujet. Certains, à la manière d'un dictionnaire, établissent des listes d'attitudes, attitudes inadaptées, déséquilibrées, de conflits spécifiques censés être responsables de telle ou telle maladie. Mais les thérapeutes qui font remonter l'origine d'une pathologie à une impulsion de l'âme sont encore très rares. Car la plupart d'entre eux restent persuadés que la maladie est consécutive à des erreurs. Or, les maladies d'évolution ne sont pas en rapport avec les difficultés de la construction du moi. Elles ne sont pas la conséquence d'interruptions ou de ralentissement de l'énergie. Elles sont inhérentes au rapport croissant de la personnalité avec l'âme et à la difficulté psychologique de répondre de plus en plus à ces énergies. Voyons cela. Lors de l'évolution, l'âme nous confronte cycliquement à développer l'une ou l'autre de ces trois qualités essentielles, qui sont les trois rayons majeurs. Donc, l'âme nous incite à développer de plus en plus ces qualités. Au début, comme nous n'en avons pas véritablement conscience, ça se traduit par une insatisfaction grandissante de ce que nous vivons. On n'est pas satisfait de notre vie. Puis nous ressentons une aspiration à développer plus de bien, plus de beau, plus de vrai, qui sont les qualités en rapport avec les trois rayons. Mais il n'est pas facile d'amener plus de bien, de beau et de vrai dans sa vie. En effet, notre souhait de progresser se heurte à nos représentations personnelles de beau, de bien et de vrai, et qui sont souvent à l'opposé des conceptions de l'âme. Ce que nous concevons, nous, comme bien dans notre vie, c'est notre plan de vie personnel, et qui n'a sans doute rien à voir avec le bien du plan global en rapport avec l'âme. La notion de beau dans notre vie, qui recouvre tout ce qui est émotionnel et affectif, entre en complète contradiction avec le beau et la qualité d'amour universel présent dans l'âme. Enfin, ce qui est vrai pour nous, nos vérités, chéris, n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité fondamentale. Et donc, cette dualité est évidemment pas nouvelle, et nous y sommes sujets quotidiennement. Mais, quand la nécessité de passer de l'un à l'autre nous impacte profondément,
alors tout notre être s'en trouve bouleversé. Comment se passe ce transfert des valeurs et pourquoi on s'en trouve comme ça autant bouleversé? Sans entrer dans les détails, il faut savoir que tout état de conscience intervient sur le fonctionnement d'un chakra, qui est un centre d'énergie au sein du corps éthérique. Et chaque chakra est spécialisé dans un certain type de conscience. Alors, lorsque l'individu vit cet état de conscience, le chakra correspondant devient particulièrement actif et déverse dans le corps éthérique des forces nouvelles, ce qui agit en même temps en plus sur des plexus nerveux et des glandes endocrines. Et c'est ainsi que toute modification de nos états de conscience a un impact sur l'ensemble de nos corps. Les appréciations de bien, de beau et de vrai personnel sont transmises par les 3 chakras qui se situent sous le diaphragme, le centre coccygen, le centre du sacrum et le centre solaire. Alors que les 3 qualités de bien, de beau et de vrai vécues depuis l'âme sont en rapport avec le centre de la tête, le centre du cœur et le centre de la gorge. Et donc, plus nous répondons aux propositions de l'âme, aux propositions de bien, de beau et de vrai depuis de l'âme, et plus ça entraîne un transfert de l'énergie des chakras inférieurs vers les chakras au-dessus du diaphragme. Et au-delà des dualités et des va-et-vient, naturellement, d'un chakra à l'autre, avant que s'établisse un certain équilibre, les transferts d'énergie d'un centre inférieur vers le centre supérieur modifient complètement le fonctionnement énergétique du corps éthérique, ce qui entraîne un changement complet, hormonal et nerveux. C'est comme un grand mouvement d'écluse qui provoque bien des remous. Alors on comprend dès lors que des désordres momentanés, voire des maladies, puissent survenir. D'autant plus que la dualité entre énergie supérieure et inférieure produit des points de friction entre les 2 types d'énergie. Mais attention, on pourrait croire que ce sont ces points de friction qui provoquent la maladie. Mais non. Ce n'est pas la friction elle-même qui est la cause de la maladie, c'est l'attention que porte la personne qui vit ce changement sur le point de friction. C'est sa tendance à focaliser l'attention, son regard, sur ce qui ne va pas, sur le point de dualité, sur le point où ça frotte. C'est ça qui crée la maladie. C'est donc pas le mouvement d'un chakra à un autre qui est la cause du problème, mais l'arrêt sur image du regard du patient. Donc, polariser son attention sur les inévitables remous qu'implique tout transfert bloque la libre expression du mouvement, coupe la relation en cours et provoque donc la maladie. Voilà pourquoi Alice Bailey écrit que l'art du guérisseur consiste dans ce cas à aider le patient à relever son regard. En effet, quand ce dernier focalise sur ce qui ne va pas, quand il s'arc-boute sur la résistance, la dualité, il bloque le processus de transmutation. La guérison consiste alors à tourner son attention vers la source des énergies nouvelles proposées par l'âme et à les accueillir. Et c'est là que le travail du guérisseur est important. Il doit reconnaître l'énergie dont il est question. S'agit-il d'un transfert de bien, ou de beau, ou de vrai? Parce qu'on n'a jamais les 3 en même temps. Et il doit savoir comment accompagner les patients. Mais attention, tout à l'heure, on parlait des grandes différences qu'il y a à considérer les maladies du point de vue de l'involution ou de l'évolution. On a vu qu'il y avait vraiment une grande différence. Et alors là, on y est complètement. Attention à l'âge de conscience. En effet, ce que nous venons d'expliquer, le fait de relever le regard, ne concerne que les personnes en évolution, capables d'élever le regard vers l'âme consciemment. Ce n'est surtout pas à faire pour des personnes sur l'arc involutif qui construisent leur personnalité. Car s'il est juste de relever le regard pour établir le mouvement dans certaines maladies évolutives, il est extrêmement aussi important pour d'autres types de blocages d'aller voir en bas, à l'intérieur, où les choses ont pu se cristalliser pour rétablir la circulation là où la personnalité a été blessée. Voilà tout ce qui peut être dit sur les causes de mauvaise circulation entre l'âme et la personnalité. Ce n'est évidemment pas exhaustif, parce que le sujet est aussi complexe que peut l'être la conscience de l'humanité, mais
le but de ce soir, ce n'est pas du tout de faire une présentation de la guérison ésotérique, mais de faire comprendre l'état d'esprit nouveau avec lequel le groupe des guérisseurs aborde les relations à la maladie et à la guérison. Et la question est d'autant plus complexe qu'il y a de grandes différences entre les gens qui involuent et ceux qui évoluent. En involution, l'âme est très peu présente. Elle ne peut pas s'exprimer à travers une sensibilité et un mental rudimentaire. Tout le travail consiste à descendre dans la matière pour se construire. La pression de l'âme est donc faible, et la note vibratoire des individus ne varie que très faiblement d'une incarnation à l'autre. Il n'y a donc pas de déséquilibre. Par contre, en évolution, la prise de conscience de tout ce processus développe des possibilités de servir. Et l'âme attend de nous qu'on s'y consacre et nous presse d'aller plus avant. Pas le temps de ralentir le flux ni de s'endormir. La note vibratoire peut varier alors en une seule vie d'une manière très importante. Et ça provoque parfois des tensions intérieures, des tensions importantes. Voilà pourquoi les vies de service présentent parfois beaucoup plus de maux que les vies tranquillement centrées sur soi. Et cette différence entre évolution et involution est importante, parce qu'on entend trop souvent certains thérapeutes inviter leurs patients à relever le regard, quand il est indispensable qu'il aille tout d'abord découvrir la problématique d'inhibition à l'intérieur même de sa personnalité. Et ce manque de discernement du thérapeute, qui s'apparente au déni, renforce alors les pathologies en les masquant d'un voile supplémentaire qui coupe de la claire vision de ce qui se traverse. Il est donc essentiel que le thérapeute voie clair et soit au clair avec l'âge de conscience et qu'il comprenne bien la différence de traitement nécessaire entre involution et évolution. À défaut, il conduit ses patients dans le mur, parce qu'il y a une grande différence entre les maladies provenant des attitudes séparatistes et celles qui résultent des difficultés à intégrer plus de bien, de beau ou de vrai. Mais là encore, chacun a le thérapeute qui lui correspond vibratoirement, et chaque erreur permet à tous d'apprendre à un moment donné ou à un autre. Enfin, pour terminer avec la question de la maladie, il peut être intéressant de signaler rapidement l'importance du facteur temps, qui n'est pas toujours perçu par des individus qui cherchent dans leur passé immédiat les causes de ce qui leur arrive. En fait, les perturbations des relations d'énergie ont rarement des effets rapides. Et donc, entre le temps du ralentissement ou du blocage et l'apparition de la maladie, il se passe parfois plusieurs années, voire plusieurs décades. Et le malade ne fait pas toujours, du coup, le lien entre sa vie psychique d'avant et son atteinte physique d'aujourd'hui. Et c'est là qu'il importe de comprendre que si le corps est un tableau d'affichage, il faut du temps pour que les inhibitions dans la vie de l'âme se matérialisent à travers tous les corps. Alors, après ce tour par la maladie, il est temps maintenant de s'intéresser au processus de guérison lui-même. Voyons comment opère le groupe des guérisseurs. L'approche de la guérison de l'ère du Verseau va révolutionner les pratiques. Parce que les individus seront reconnus comme des individus interconnectés les uns aux autres, en fonction de problèmes karmiques spécifiques et en fonction de niveaux vibratoires. Donc les guérisseurs magnétiques opéreront en formation de groupe, ce qui est normal étant donné leur état de conscience, et ils ne s'adresseront pas qu'à des individus, mais aussi à des groupes. Une syntonie vibratoire existera entre les guérisseurs et le groupe de patients, tous étant conscients de la nature et du déroulement du travail énergétique dans le processus de la guérison. Mais avant d'en arriver à ce fonctionnement dans l'avenir, des approches sont possibles et peuvent nous concerner tous. On y reviendra. Il est intéressant dès lors de voir que la guérison passe par diverses étapes en rapport avec l'âge de conscience des patients. On peut distinguer principalement 3 stades d'accompagnement. Tout d'abord en involution. Guérir consiste à aider la personnalité à se coordonner, en facilitant la circulation énergétique des différents corps de façon harmonieuse. En effet, la personnalité en cours de construction apprend à s'affirmer, mais ces différents corps tirent souvent à eux et à dia, entraînant des guerres intestines complètement épuisantes et qui provoquent bien des maladies. Le problème le plus fréquemment rencontré, c'est une enflure du moi, qui donne au corps émotionnel un statut de grand authentique, de yaksat vrai.
Les émotions alors sont pleines et entières, et il n'y a pas la moindre distanciation entre le vécu émotionnel et l'identité individuelle. Autant dire que la raison est absente. Le corps émotionnel alors impose ses goûts et ses excès au corps physique et asservit le mental concret, réduit à ne penser qu'en fonction des désirs. Autre cas possible, le mental pose des interdits à l'émotionnel et l'inhibe complètement en réduisant sa sensibilité. Évidemment, le retour du refoulé surgira tôt ou tard et posera là aussi toutes sortes de problèmes. Comme on peut le voir dans ces deux exemples, dans ces deux cas de figure, il y a prise de pouvoir d'un corps sur un autre, ce qui entrave la libre circulation de l'énergie entre les corps et naturellement, un malaise s'instaure. Le travail donc du guérisseur, c'est d'aider la personne à reconnaître le déséquilibre et à instaurer une coordination. Cette coordination, c'est une étape primordiale qui signe la fin de l'involution et le début de l'évolution. Naturellement, après ce premier accompagnement, on va plus loin et on voit donc le deuxième accompagnement. Le deuxième accompagnement guérisseur consiste à aider les patients à entrer en contact consciemment avec leur dimension essentielle. Reconnaître sa véritable nature permet d'établir une connexion à l'âme, d'abord ponctuelle avant de devenir continue. Cette nouvelle coordination ouvre un nouveau champ d'expérience et permet de reconnaître les impulsions mystérieuses qui provoquent tant de tensions et de contradictions. La dualité entre les valeurs de l'âme et les aspirations de la personnalité est perçue, et les batailles que l'individu doit livrer sont reconnues comme inhérentes au chemin d'évolution. Bon, d'accord, ça ne les rend pas plus faciles pour autant, mais les inscrire dans un parcours, ça permet d'en reconnaître la nécessité, de reconnaître le travail qui lui incombe et de s'y donner. À mesure que s'opère le travail de contact avec l'âme, l'individu se familiarise avec les qualités de bien, de beau et de vrai que nous avons évoquées précédemment et commence à réaliser les transferts d'énergie entre les chakras inférieurs et supérieurs. Alors, par son accompagnement, le guérisseur aide le patient à se décentrer du point de friction sur lequel il a tendance à focaliser pour accueillir la proposition de vie qui s'impose. Mais là aussi, pour accueillir cette proposition de vie, il faut être en capacité de la reconnaître, encore. Et c'est cette reconnaissance intérieure qui permet d'une part d'harmoniser les différents aspects de la personnalité avec l'âme au niveau individuel. Et d'autre part, c'est aussi cette reconnaissance qui rend compte de la profonde intrication des individus au sein de la communauté humaine. Et ce point est essentiel, parce que la guérison vient de la connaissance, de la reconnaissance pleinement éprouvée de cette intrication. En effet, il ne suffit pas de savoir que nous sommes tous interreliés, que nous sommes interdépendants. Il ne suffit pas de connaître parfaitement la théorie sur le corps éthérique. Il ne suffit pas de proclamer que le monde est énergie. Oui, mais à partir du moment, si nous ne l'avons pas vécu nous profondément intérieurement, si nous ne reconnaissons pas cela profondément intérieurement, ça ne donne strictement aucun effet. Alors, quand la reconnaissance de notre indissociabilité fondamentale devient une évidence vécue, le premier effet, c'est l'innocuité. Cette qualité préalable de l'amour qui paraît si facile a priori à mettre en œuvre, mais qui nous échappe constamment. En effet, nous sommes de plus en plus dans l'innocuité parce que nul ne peut punir consciemment une fois qu'il a reconnu les liens indéfectibles qui relient les parties entre elles et les parties au tout. Voilà pourquoi d'ailleurs la formule latine primum non nocere, d'abord ne pas nuire, est le premier principe qu'adoptent tous ceux qui cherchent à guérir. Et le deuxième effet de la reconnaissance de notre indissociabilité fondamentale, c'est d'ouvrir grand la porte de la possibilité de guérir de soi. Guérir du petit soi, la personnalité, pour s'ouvrir au grand soi, l'âme, et à tous les soi, par l'épanouissement du cœur. C'est possible parce que toute reconnaissance est une ouverture vers plus grand que soi. Et c'est ce qui nous amène au troisième accompagnement
guérisseurs. Dans ce troisième accompagnement, les guérisseurs s'efforcent de soutenir les temps de relation entre l'âme et la personnalité, jusqu'à ce qu'elles puissent fusionner, naturellement si les patients y sont prêts. Ils les aident à trouver la juste relation entre toutes les énergies en présence, et ils les aident à une régulation. Alors les patients ont la capacité de diffuser l'énergie spirituelle, et ils servent. Ils servent en adoptant la phrase « Par l'oubli de moi-même, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables. » Par l'oubli de moi-même, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables. Donc, ces trois accompagnements, que sont la coordination des corps de la personnalité, le contact avec l'âme et la circulation des énergies entre l'âme et la personnalité, nous montrent combien le travail des guérisseurs magnétiques a pour but l'évolution et non la bonne santé du corps physique. Bien sûr, celle-ci n'est pas négligée, mais elle n'advient que comme conséquence du travail intérieur. Bon. Alors, à ce stade, on pourrait quand même se poser trois questions. D'abord, au vu de ce qui précède, le travail des guérisseurs ne ressemble-t-il pas plus finalement à un travail de psychologue ou d'éducateur ésotérique ? Oui, c'est vrai. Et ça l'est d'autant plus que la psychologie est la science de l'âme, et que l'âme, la conscience, comme nous l'avons souvent souligné, est à l'origine de tout, de toute forme physique, émotionnelle et mentale. Et de fait, le travail est triple. Il est d'abord psychologique, parce qu'il prend en compte l'énergie de l'âme. Il est psychique, parce qu'il cherche à domestiquer la nature indisciplinée des petits corps qui agissent pour eux-mêmes. Et enfin, il est physique, en affichant sur ce plan la remise en ordre intérieur, psychologique et physique, psychique. Alors, on peut ensuite se demander, deuxième question, s'il y a de la part du groupe des guérisseurs une intervention spécifique quand même sur le corps physique, à partir de l'harmonisation énergétique des aspects psychologiques. Alors on va dire oui et non, pour faire le Gémeaux. Oui, parce qu'au-delà de la qualité universelle de guérison, dont peuvent faire preuve tous les serviteurs du monde, les membres de ce groupe vont s'atteler à établir ou à rétablir une liaison entre la psyché et le corps éthérique. Et non, parce qu'ils ne se préoccupent jamais du corps physique dense, considéré uniquement comme une conséquence de tout ce qui se passe en amont. Comme nous l'avons vu, l'intervention des guérisseurs magnétiques s'appuie sur une connaissance des lois et de la manipulation de l'énergie. Ils maîtrisent certaines techniques de guérison qui permettent de savoir comment accompagner leurs patients en fonction de ce qu'ils vivent, en conscience et en fonction de la vitalité de leur chakra. Nous n'allons pas entrer dans le détail de la mise en œuvre de ces techniques de guérison. Si ça vous intéresse, lisez le livre Guérison ésotérique. Il est relativement simple à lire. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui veulent s'y atteler. Car ce qui est important à propos de ce groupe, c'est de comprendre à quel point les futurs guérisseurs n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, qui mettent avant tout l'accent sur la guérison du corps physique. Enfin, troisième question, on pourrait aussi se poser la question de la mort. Entre les guérisseurs d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, il y a quand même une constante qui se retrouve. La mort est toujours au bout du chemin. Oui, et ce point est d'ailleurs d'une importance considérable. En effet, c'est généralement la peur de la mort qui motive la plupart des recherches sur la guérison. Comment y échapper ? Comment retarder le plus possible cette échéance pour nous-mêmes, pour nos proches ? Et voilà qu'on se prend à rêver d'une relation harmonieuse avec l'âme qui nous ferait vivre, sinon éternellement, mais du moins suffisamment longtemps, en pleine santé. Or, ça c'est important parce que l'une des tâches essentielles que doivent réaliser les guérisseurs magnétiques, c'est de faire comprendre au monde que la victoire sur la mort ne consiste pas à sortir triomphant des maux physiques.
mais dépend de l'établissement d'une continuité de conscience. Et ça, c'est un point fondamental. On se trompe de combat quand on se dit qu'on va un jour abolir la mort en abolissant complètement les maladies. Pas du tout. Ce qu'on a à développer, c'est la continuité de conscience. Et donc s'éduquer à la continuité de conscience entre les temps de veille et les temps de sommeil, entre les périodes d'incarnation et de désincarnation de l'âme, eh bien c'est un apprentissage qui donne une toute autre dimension à la vie. Aujourd'hui, nous vivons ces moments comme des intervalles non reliés, mais ils sont pourtant l'expression d'un continuum de conscience qui sert inlassablement l'évolution. Alors, à mesure que cette continuité de conscience s'imposera comme une évidence, nous vivrons aussi sereinement la mort qu'un simple endormissement, ou comme un simple changement d'état, sans aucune rupture de conscience. Alors, à travers tout cela, il est important de prendre conscience du travail des guérisseurs, dont la tâche finalement consiste à accompagner l'évolution de chacun. En veillant à la libre circulation des énergies entre l'âme et la personnalité, ils aident à ce qu'une harmonie s'instaure et contribuent ainsi à promouvoir de plus justes relations dans le monde. Il ne faut donc pas perdre de vue que le but de la guérison, ça n'est pas la cessation des maux physiques et ça n'est pas non plus de promouvoir un développement personnel. Le but de la guérison, c'est d'établir de justes relations sur Terre, de justes relations entre tous les terriens. Et c'est là où nous sommes tous concernés. Ce travail de groupe n'est pas forcément réservé à quelques spécialistes. L'état d'esprit de guérisseur peut nous concerner tous dans notre quotidien, tant en rapport avec les personnes que nous côtoyons qu'avec la société et le monde. Ce qui nécessite évidemment que chacun puisse reconnaître les autres et l'ensemble qui les contient. Et là encore, il s'agit de reconnaissance. Et de reconnaissance en reconnaissance viendra un jour le temps de la reconnaissance universelle. C'est à notre portée d'utiliser au quotidien les trois accompagnements que nous avons définis tout à l'heure. Et c'est important parce que le monde est malade. Le monde est malade des séparatismes et des divisions qui s'accroissent au fur et à mesure que l'humanité progresse en conscience individuelle. Mais cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, mobilisons-nous pour œuvrer à de plus justes relations et au respect et à la reconnaissance de tous. Nous sommes chaque jour de plus en plus nombreux à nous impliquer. Et le changement est là. Et des mots nouveaux apparaissent presque tous les jours ou sont remis au goût du jour. Par exemple, le terme adelphité, qui permet d'aller enfin au-delà de la fraternité ou au-delà de la sororité, ou d'ailleurs de toute allusion à un genre quelconque. L'adelphité vient dire notre appartenance à la famille humaine, sans distinction, et signe la reconnaissance de notre communauté. Mais c'est évident qu'avant de vouloir travailler les justes relations sur un plan universel, il est bon de commencer par soi-même. Soyons nous-mêmes le terrain d'expérience de la reconnaissance et de la relation. Et c'est à cela que nous invite la parole clé des Gémeaux, lorsque l'âme dit « Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui ». C'est vraiment une parole extraordinaire de relation entre l'âme et la personnalité. La personnalité reconnaît l'âme en s'effaçant, en s'y soumettant, ce qui permet alors à l'âme de reconnaître à son tour la personnalité et de rayonner à travers elle. On est là dans une relation guérisseuse pour l'individu et la planète. Parole clé des Gémeaux. Alors comme nous le voyons, contribuer à la guérison et à l'établissement de justes relations, eh bien c'est un travail de reconnaissance, de relation, de reconnexion et d'unification. C'est donc évidemment un travail d'amour. Et c'est pourquoi les deux qualités fondamentales dont doit faire preuve tout guérisseur sont deux des qualités du rayon 2, le magnétisme et la radiation. D'ailleurs, en parlant du groupe des guérisseurs magnétiques, vous aurez remarqué que nous n'avons pas jusqu'ici insisté sur le mot magnétique, parce qu'on va en parler maintenant. Le magnétisme, c'est une force qui attire, qui aimante, et le pouvoir d'attraction est justement une des qualités indispensables qui forge tout guérisseur. L'attraction est une force d'union universelle, mais
on n'attire consciemment que ce que l'on a reconnu, et que ce qui nous a reconnus, dans les mondes formels comme dans les mondes subtils. L'attraction, le magnétisme, est une force d'union entre deux polarités qui se sont reconnues suffisamment pour s'unir, voire pour fusionner. Et c'est cette force d'attraction qui, d'union en union, amène les individus à se reconnaître jusqu'à vivre pleinement en conscience de groupe. Le magnétisme fait de tout être un centre d'attraction et d'unification. C'est l'attraction magnétique entre l'âme et la personnalité qui conduit à leur union, une fois toutes les attractions des corps inférieurs assouvies. C'est l'attraction entre deux êtres qui les pousse à la rencontre. Alors, le magnétisme relie les êtres, le magnétisme crée des réseaux et œuvre au rapprochement des âmes, des personnes, des groupes. Le magnétisme est la force constructrice de la trame relationnelle qui circule sur le corps éthérique planétaire et systémique. Et c'est donc par son pouvoir magnétique que le guérisseur attire à lui, d'une part, les passions qui vivent en syntonie avec sa propre vibration, et c'est aussi par son pouvoir magnétique qu'il attire les énergies nécessaires pour leur venir en aide. Et c'est pour cette raison qu'on entend souvent dire qu'on a les thérapeutes qu'on mérite, qui nous correspondent. Aujourd'hui, la majorité des individus ne sont pas encore en conscience de groupe, et les traitements restent encore individualisés. Mais les thérapies de groupe sont de plus en plus nombreuses et bientôt les guérisons de groupe, dont nous avons parlé tout à l'heure, le seront aussi. Le magnétisme est une force qui ne cesse de croître et de nous unir vers de plus justes relations. La deuxième énergie qui qualifie le guérisseur, c'est la radiation. La radiation ou la radiance, c'est la fragrance subtile. C'est le parfum qui s'échappe de toute existence pour toucher tout ce qui entoure, le pénétrer, l'envelopper dans un grand mouvement unificateur. Cette qualité est indissociable de la première, le magnétisme, comme l'expire est indissociable de l'inspire. L'attraction et la radiance émanent de deux mouvements coordonnés et inséparables qui rythment la croissance de la conscience. Par le magnétisme, le guérisseur attire des énergies qui ne sont pas destinées à être conservées par lui, mais évidemment irradiées vers le patient ou le groupe de patients. Il faut donc que le guérisseur sache comment irradier et sache reconnaître ce qu'il irradie. Il doit aussi veiller à se détacher de toute volonté personnelle pour ne rien imposer, ce qui naturellement pourrait contrecarrer complètement le plan de l'âme pour sa forme. Et donc le guérisseur, par la radiation de son âme, il illumine, ou plus exactement, il entraîne l'activité de l'âme du patient, ce qui met en route complètement le processus de guérison. Par la radiation de son mental, là, il illumine la pensée et il aide à polariser la volonté du patient. Par la radiation de son corps émotionnel, non impliqué personnellement, il aide le patient à pacifier son propre corps émotionnel et lui permet ainsi d'accueillir sans trouble les vibrations de l'âme. Et enfin, par la radiation de son corps éthérique, il contribue à ce que le patient réorganise son propre corps éthérique et facilite ainsi le travail de guérison. Et donc, comme on peut le voir, ces deux qualités de magnétisme et de radiation sont aussi très très présentes partout, et là, en particulier ce mois-ci, avec l'énergie des Gémeaux. Ce troisième temps du printemps nous propose, après Pâques et le Vésac, de célébrer la fête de l'humanité créatrice, appelée aussi la fête de la bonne volonté. Pendant le Bélier et le Taureau, nous avons cherché à être des récepteurs des énergies porteuses du plan d'amour. Nous avons ainsi fait preuve de magnétisme de groupe, afin d'être collectivement impressionnés par les émanations de la hiérarchie et de Shambhala. Et ce, même si nous n'avons pas du tout identifié individuellement l'impact de ces énergies. Maintenant, avec les énergies Gémeaux, particulièrement reliées à l'humanité et à ses responsabilités créatrices, nous sommes invités à irradier ce qui s'est déposé en nous. Après le temps du magnétisme vient celui de la radiation. Et c'est à nous, c'est aux serviteurs du monde de se mobiliser pour diffuser tout ce que nous avons pu contacter en groupe subjectif, par un état d'être au monde où le bien commun prime sur toute visée individuelle. Voilà pourquoi les Gémeaux sont un temps de guérison.
Les Gémeaux sont un temps de mise en circulation des énergies émanant des mondes subtils vers les mondes formels pour rétablir de plus justes relations entre l'ensemble des terriens. Et la fête de la bonne volonté, reliée à cette énergie, est l'occasion d'être justement dans cette énergie de guérison. Cette fête, qu'on pourrait appeler d'ailleurs aussi la fête de la guérison, on pourrait l'appeler la fête de la guérison planétaire, est reliée à la pleine lune des Gémeaux qui aura lieu le 14 juin. Elle nous invite à participer à la guérison du monde et elle est indissociable de l'énoncé de la grande invocation. Là, on ne va pas parler en détail de la grande invocation parce que ce serait vraiment très très long, mais par contre, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez aller sur le site dans la rubrique Archives et vous trouvez la conférence de juin 2020. Cette conférence qui s'appelle « Ne bouge pas, avance ». Vous pouvez écouter la conférence, vous pouvez télécharger les schémas qui sont très intéressants, et en plus le texte de la grande invocation si vous ne le connaissiez pas. Voilà, on ferme la parenthèse. Et donc, l'invocation nécessite de vivre intérieurement les qualités de bien, de beau et de vrai pour ensuite les irradier, les évoquer ensuite vers l'humanité, la Terre et tout ce qu'elle accueille. Et donc c'est un vrai travail de magnétisme et de radiation. La grande invocation nous invite à nous faire passeurs des vibrations des mondes subtils qui nous ont imprégnés. En cela, le processus de l'invocation-évocation pourrait être considéré comme un acte de guérison planétaire. Et en cela, il diffère aussi de la prière, parce que la prière est un appel à l'aide, à un Dieu extérieur pour nous-mêmes, pour les autres, pour l'ensemble. Par contre, dans la grande invocation, nous cherchons à nous connecter à notre propre divinité immanente pour trouver le bien, le beau et le vrai, et ensuite pouvoir le diffuser. Prier, c'est espérer, mais invoquer, évoquer, c'est s'impliquer. Nous sommes les pierres taillées du grand chantier humanité, et nous devons polir notre pierre pour qu'elle puisse prendre place dans un grand temple de lumière. Alors, invoquons et évoquons. C'est vraiment là notre capacité, notre responsabilité de guérisseur. Alors en conclusion, on pourrait dire que l'activité de guérison est vraiment l'objectif sous-jacent de tous les groupes de serviteurs, parce que tous sont magnétiques et radiants pour servir au mieux le bien, le beau et le vrai. Soyons donc nous-mêmes magnétiques et radiants pour ancrer un peu plus de justes relations entre tous. Comme vous pouvez le voir, le travail des 3 premiers groupes, les télépathes, les dissipateurs du mirage et les guérisseurs magnétiques, doivent aussi vraiment être envisagés comme une unité, comme le produit d'un effort de synthèse qui permet sur le plan de l'âme de trouver sa pleine expression dans la manifestation. Et donc ce mois-ci, cherchons maintenant à être les 3 à la fois, parce que c'est ce qui fait de nous des serviteurs. Eh bien, je vous propose une méditation